Cette conf, elle provient d'un coup de gueule, parce que à chaque fois qu'on parle d'éco-conception dans la tech, on ne sait pas trop si ça sert à quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On va faire une table ronde pour être sûr que c'est bon. C'est juste après. Et j'ai fait, mais ils sont en train d'industrialiser les centrales nucléaires aux US pour fournir des IA. De l'autre côté, on devrait déjà être à l'étape d'après, 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 d'après. Et du coup, j'ai changé totalement ce que je voulais proposer. On va voir ce que ça donne. Et l'objectif, c'est, je vais faire des critiques sur les travaux, mais l'objectif de pas, il y a peut-être des personnes qui ont travaillé dessus, mais l'objectif, c'est de mettre en avant un peu l'éléphant qui est dans la pièce, un non-dit qu'il y a côté développeur pour dire non, mais c'est pas notre problème, etc. J'y crois pas, etc. Parce que l'éco-conception et les développeurs, j'ai l'impression que ça colle pas. Il y a un problème. J'ai fait des statistiques sur les conférences tech, et ça, c'est le pourcentage de conférences de type green dans les conférences tech. Donc, au-delà de valoriser la Bretagne, avec le Brestcamp qui est clairement au-dessus du Z, on voit que les grosses conférences, les Devox Nantes et Devox France, sont vraiment les deux plus grosses, plus Devox Belgique qui est encore plus gros. On est vraiment sur un tout petit pourcentage, et encore, si j'enlève les keynotes, c'est encore plus bas derrière. Et donc, je me dis, il y a un problème, ça n'accroche pas. Entre ces deux mondes-là, il y a quelque chose à faire, mais ça n'accroche pas. Euh, et le problème, c'est que les devs, est-ce qu'ils sont juste climato-sceptiques? Est-ce qu'ils disent que le climat, en fait, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas l'anthropocène, etc. L'anthropocène, c'est le fait que l'activité humaine influence le climat de la Terre, influence la Terre. Et souvent, ce qu'on voit, mais c'est pas nous l'impact, c'est le matériel. Nous, on code dessus. Bien sûr, personne a déjà réalisé quelque chose qui ramait au maximum. Et ça, c'est un point de vue qui peut être assez franco-français. Je m'explique. Ça, c'est une copie d'écran d'hier vers 15 heures. Du coup, c'est les données pour 11 heures, un petit peu avant. Du mix énergétique, donc le nombre de grammes de CO2 que vous rejetez pour faire un kilowatt, en fonction des pays. Et en France, on est dans les meilleurs. Il peut voir la Suède qui est meilleure, la Suisse en fonction de l'année qui est meilleure. Et donc, nous, on va dépenser 52 grammes pour créer un kilowatt. Donc on va rejeter 50 grammes, 52 grammes de CO2. Donc ça varie dans le temps. Des fois ça descend à 20, des fois ça monte à 70, etc. Ça varie si on est le jour et la nuit. En Allemagne, on est à 386. Euh, L'Australie, que j'ai pas choisi au hasard parce que l'Australie c'est Atlassian, c'est Jira, ils sont à 542. Aux États-Unis, qui se sont améliorés, ils sont à 353. Quand vous discutez avec des développeurs d'autres pays qui s'intéressent au sujet, ils ne parlent que d'efficience énergétique. Ils ne parlent même pas de matériel. Alors qu'en France, on a déjà une bonne efficience au niveau du grammage par CO2, et du coup, le gros du CO2, c'est le CO2 importé. En gros, quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez des serveurs, quand vous achetez un mobile, en fait, la plupart du CO2 a déjà été dépensé avant lors de la fabrication et l'extraction de minéraux. Et ce point de vue pour dire, voilà, c'est pas nous, c'est le matériel, il est assez biaisé du fait qu'on est français et que nous, le plus gros impact qu'on peut avoir, c'est sur utiliser moins de matériel. Après, on fait quand même beaucoup de code qui rame parce qu'on doit livrer de la feature pour telle date, dans des délais difficiles, pénibles, et on doit faire des coupures derrière. Et si on revient dans les années 90-2000, début 2010, euh, ça, c'est des extraits de vieilles slides, de vieilles études, de vieilles Excel que j'ai fait en 2008. L'objectif, c'est en fonction de différents scénarios, c'était de voir comment on pouvait optimiser la performance du logiciel qu'on a fait. Si on arrivait à livrer les features les fonctionnalités que voulait le client. Et donc, on lançait des benches pour voir si ça tenait sur les serveurs et combien d'utilisateurs on pouvait faire pour dire au client, on peut tenir tant d'utilisateurs, ou tant de données en entrée, ou tant de véhicules, ou tant de camions, etc. Et on faisait des différents scénarios avec différents types d'architecture. On regardait lequel passait pour aller péter le goulot d'étranglement. Parce qu'à l'époque, si on voulait une nouvelle machine, il fallait demander au client de dépenser 80 000, 150 000 euros, 200 000 euros. Et personne n'était content d'aller demander le budget derrière. C'était moins cher de demander à des développeurs et des développeuses d'optimiser le code que de racheter des serveurs. À partir de 2013, donc à peu près le début de la Startup Nation, ça rame. On rajoute des machines sur Amazon, sur OVH,
sur Google, sur Azure, etc. Et on y va. Parce que j'ai été CTO et économiquement, c'est moins cher de louer des VM en plus plutôt que de payer des développeurs et des développeuses plutôt seniors en plus pour aller optimiser ça. Donc c'est une culture qui s'est un peu perdue et les plus jeunes qui sont sortis vraiment d'études 2012-2013 n'ont jamais connu le fait souvent d'aller optimiser quelque chose. Bien sûr, dans les grosses structures où il y a beaucoup de trafic comme Doctolib, etc., ils ont dû se faire dessus parce qu'ils étaient sur des niveaux très très élevés, mais c'est une minorité de développeurs cette partie-là. Souvent, on fait des applications de gestion pour pas tant de personnes que ça. Et il y a un autre point qui est apparu en France en premier, en France on est assez novateur dessus, c'est les référentiels d'éco-conception. Qui a entendu parler du RGESN? 1, bon c'est Pierre, il a la table ronde, 2, 3, 4. Et donc on a différents référentiels. Le premier qui est apparu en 2013-2014, c'est, on va dire, c'est pas un référentiel, mais c'est ce qui a permis aux autres d'exister, c'est les 115 pratiques d'éco-conception web de Frédéric Bordage avec le livre associé. Et en fait, il y a 2014, mais ça évolue tous les 2-3 ans. Là, il y a une nouvelle version qui est en train d'être créée. On a la première version du RGESN qui a été faite en 2021 par la DINUM. DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc, c'est une équipe ministérielle qui va travailler pour tous les autres ministères, pour fournir par exemple, le design system, etc. En même temps, il y a eu un petit fork au niveau de l'INR avec le GR491, qui est un cousin. Et au mois de mai est sortie la version 1 du RGESN, qui a été fait maintenant au niveau de l'ARCOM. Donc les équipes ont aussi un peu changé, et comme souvent dans l'État, c'est des contractuels qui durent 2-3 ans, bah, c'est plus du tout les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, etc. Et si on map ça avec différents rôles dans les organisations, on a du dev front, du dev applicatif, du back-end, d'architecte, encore j'ai pas mis la partie DevOps et tout ça. Et si d'un point de vue subjectif, ça peut être critiquable, on met comment c'est utile à ces différentes personnes, on voit que si vous faites du développement applicatif, front-end ou back-end, vous n'allez pas être beaucoup servi. Il y en a un peu plus pour les UX designers, dans les product managers, pour dire, avant de faire une feature, on pense un peu plus les choses, etc. Juste pour sonder, qui fait du web du contenu ici, qui sont les mieux servis? Le web de contenu, donc WordPress, Drupal, etc. Levez la main, je vois à peu près, il n'y a aucune main. Qui fait 2, 3. Et qui c'est qui fait du dev applicatif de gestion, on va dire du .NET, du Spring, du Next, du Nuxt pour Yvan. Donc la majorité. Vous, c'est une majorité de développeurs, vous n'avez pas grand-chose pour vous. Vous lisez les choses et faites, ouais, ok, il y a un truc ennemi, je le mets de côté, quoi. C'est pas pour moi, c'est pas été écrit pour moi. Et le problème de ça, c'est que dans les personnes qui ont établi le RGESN, il n'y a pas de dev. Ou il y en a un qui essaye de se battre tout seul derrière. Il n'y a pas vraiment de personnes qui ont participé à des gros trucs logiciels en interne. Et si on regarde les outils du marché, j'ai mis les plus célèbres. Vous avez EcoIndex en haut, vous avez WebSite Carbone et vous avez le projet CO2.js qui est sur GitHub. CO2.js sur GitHub, c'est celui qui est utilisé par tous les sites anglais, les sites américains et anglais qui qui mesurent les pages web. Et vous avez EcoCode qui a été créé du côté de Pau par des chercheurs pour aller vous faire des feedbacks sous Sonar derrière votre Jenkins pour dire attention, cette partie de code elle peut être consommateur de tel niveau, etc. Si pareil, si vous êtes développeur ou développeuse applicatif, bah, tout le parti du haut, vous l'enlevez, hein, ça vous est pas utile. C'est comme mesurer l'humidité avec un thermomètre, ça ne sert à rien. C'est utile quand vous faites du web de contenu, mais dès que vous faites de l'applicatif, c'est très compliqué, ça ne vous sert pas. Et donc, bah, en termes d'outillage assez connu sur le marché, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce décrochage, on peut le voir aussi parce qu'on a des référentiels qui ne marchent pas, et on a des outils qui ne sont pas très adaptés, mais on a aussi côté recherche. Qui a vu cette copie d'écran sur LinkedIn? Ah, un petit morceau. Sur cette copie, donc c'est un comparatif de langage qui a été fait par des chercheurs en 2017. Et donc en ProDev, c'est génial parce qu'on peut se battre pour ça, c'est mon langage, il est meilleur que le tien, etc. La problématique, c'est que ça ne teste qu'un simple algo. Donc l'étude de 2017 fait juste un simple algo. Il y a une version qui vient d'être faite par des personnes du côté du MIT, je crois, du côté de Boston, où ils ont testé plein de types d'algos, et en comparant les langages.
Il y a une présentation à Codeur en scène de Jérémy Drouet où lui présentait une simple algo derrière une API. La problématique de ça, c'est que c'est comme quand on dit qu'il faut être fort en maths pour faire de l'informatique. En vrai, en informatique, on prend la donnée, on la malaxe et on la remet à un autre endroit. Un autre endroit, c'est une base de données où on la présente à l'utilisateur. On fait pas beaucoup de calculs en vrai, hein. Après, si vous travaillez sur Unity, sur des moteurs, oui. Et le point, c'est que surtout, on utilise un écosystème. On n'utilise pas PHP, on utilise Laravel, on utilise Symfony. On n'utilise pas Java, on utilise Spring, Quarkus. On n'utilise pas Ruby, on utilise Ruby on Rails. Et quand vous faites du Python, vous avez du Flask, vous avez différents types de manières de faire des applications. Vous faites du Nuxt, vous faites du Next, vous faites une Node.js tout simple. Vous utilisez un écosystème, pas un langage. Et en 2022, ce qu'on a présenté avec Jérémy Drouet, on a pris une application, une to-do list, et on a mesuré vraiment base de données et code en faisant des variantes d'architecture pour voir est-ce que c'est l'architecture qui influençait, est-ce que c'est le code, etc. Je ne vais pas mettre le détail, mais en gros, PHP était 6 fois plus lent que les autres, sauf si vous mettez un vrai admin 6 qui sait bien configurer Apache, qui sait bien mettre les bonnes options. Là, on est pas au niveau des autres, mais juste en dessous. C'est pas si mauvais que ça. Donc le logiciel, c'est complexe et dur à évaluer. Et le problème de ces dossiers de recherche, c'est que c'est des chercheurs et que c'est pas mélangé avec tous les autres corps de métier qu'il y a dans les logiciels. En gros, il n'y a pas de développeurs qui participent à ces dossiers de recherche. Il y a même un dossier de recherche où à un moment c'est marqué, c'était pour regarder l'impact du réseau. Et à un moment donné, il y a une phrase qui dit la partie serveur, on la prend pas en compte parce qu'elle a été très optimisée, zéro justification, zéro truc, donc on la prend pas en compte. Parce qu'en fait, leur domaine d'expertise, c'était le réseau, c'était pas les serveurs, c'était pas le code. Et en logiciel, il y a du réseau, il y a des data centers, il y a du front, il y a les navigateurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand on fait ces études sans réaliser ce que c'est vraiment un projet logiciel, on a des résultats qui sont plus actionnables pour vous qui êtes sur le terrain. Après, il y a le bullshitting des clouds. Alors, ils auront bientôt plus le droit de dire qu'ils sont carbone neutres, par tout ce qui est européen. Donc, Google, ils disent depuis 2007, depuis, ils ont complètement retiré cette communication. Microsoft, ils étaient négatifs, les meilleurs du monde. Et Amazon, qui sont peut-être un peu plus francs, où ils n'en pouvaient plus rien à foutre, eux, ils sont un peu plus réalistes derrière. Et la vérité, c'est que quand ils vous présentent les chiffres, ils vous présentent les courbes bleues que vous voyez là. Les courbes bleues, c'est ce qu'ils déclarent en compensé. Je vais expliquer ce que c'est. La courbe rouge, c'est ce qu'ils consomment réellement. Donc il y a ce qu'ils consomment réellement, puis après ils achètent des crédits carbone pour aller compenser ça. Donc ils vous affichent en communication la courbe bleue, et en vrai, ils font ça. Et donc vous voyez, ça s'arrête à 2022, 2023. C'était avant que les haies explosent vraiment. Donc ça veut dire que les courbes ont continué à augmenter. Et comment ça marche la compensation? C'est que j'ai mon data center qui est du côté de Washington ou de Boston, etc. Et j'ai mes centrales solaires qui sont dans le Nevada. Google maintenant a une règle. Si vous regardez Google, ils ont la courbe augmentée. Maintenant, il faut que la compensation soit dans le même état. Par contre, du côté d'Amazon, si le data center est à Washington et que la compensation est en Norvège ou en Inde, ça compte quand même. Donc chacun a ses propres règles de calcul et c'est pas aussi simple que ça. Le truc, c'est on sait que ça augmente. Ils sont de plus en plus efficients, mais on sait que ça augmente en flèche. Et c'est nous aussi qui sommes consommateurs. L'autre point, c'est le cloud, c'est hyper mutualisé. Donc on réutilise un maximum de matériel, donc on va consommer beaucoup moins par rapport à si on mettait le matos chez nous, ce qui est normal. On a l'infrastructure qui est vraiment réutilisée. Euh, et donc, il vous propose des réductions de 88-89%, de 92% de votre impact green. Donc ça, c'est les théories marketing. Vous avez un article chez Boavista qui vous prendra quelques dizaines de minutes à lire pour dire que c'est un peu plus compliqué que ça au vu des pratiques réelles qui sont faites. Parce que si vous prenez votre application qui est chez vous et vous la mettez dans le cloud tel quel, ça s'appelle un lift on shift, on utilise très mal le cloud et on utilise très mal les ressources. Et souvent, on va l'utiliser pour plein d'autres choses. J'ai oublié, mais ces graphiques-là, c'est ft.com, c'est Financial Times. Donc, c'est pas des terroristes, c'est des financiers. Et ils ont analysé tous les rapports CSRD. Après, il y a aussi les positions politiques.
Alors ça, c'est deux podcasts que j'adore. J'aimerais bien qu'ils fassent un crossover. C'est des résumés d'un peu de ce qui peut se dire, les phrases que j'ai mis. Mais en gros, d'un côté, c'est la guerre économique sur l'IA. On a eu la présentation sur l'Afrique ce midi notamment, où bah, les Européens vont réguler, mais nous, en Chine et en US, on y va à bloc et on veut gagner. Et ou- quoi qu'il en coûte. Et de l'autre côté, dans un accès beaucoup plus à gauche, par rapport à un côté très plus libertarien, c'est on s'en fout de l'exactitude de ce qu'on dit, il faut sensibiliser, il faut amener un maximum de monde dans la cause. Et cette partie-là, ça peut déstabiliser parce que c'est pas rationnel, mais en général dans les devs, on est assez rationnel, bah, ça va pas nous accrocher non plus. Donc on est un peu coincé entre on accélère, on accélère, on accélère, et on va élever des chefs dans le Larzac. Je suis fils, euh, je suis fils de décroissant, donc je sais ce que c'est. Et dans mes aventures, pardon, j'ai été au haut comité au numérique éco-responsable. Je reprends ma voix. Donc ça réunit pas mal d'associations, pas mal d'industries. C'est mené par le ministère de l'économie et le ministère du développement durable, de mémoire. Et il y a un chantier qui sont sur les terminaux, un chantier sur le réseau, un chantier sur le data center, des chantiers sur le green enfin c'est l'IT pour être plus vertueux sur le reste, etc. Donc sur tout ce qui est infrastructure, terminaux, c'était hyper bien documenté. On a une super présentation de Clara de Lafnum. C'était bien fait avec toutes les causes, plein de paramètres, etc. Avec des choses actionnables. Par contre, sur le logiciel, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas le logiciel. Et moi, quand j'étais dans ces réunions-là, j'étais bien seul. C'est-à-dire que j'avais même pas de contradiction en face. Les personnes ne connaissaient pas le logiciel derrière. J'ai mis le vrai résumé sur mon blog en bas. Et le point est que, à un moment donné, j'ai été voir les chefs de projet qui organisaient ça. Je leur demande, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu assez de travail sur la partie logicielle. Et en fait, elle me répond, elle fait, bah, en fait, en vrai, on n'a personne. On attend que les personnes de la DINUM soient disponibles, et comme les anciens contractuels, tous les 3 ans, sont partis, bah, on a pas, les nouveaux sont pas encore embauchés, donc on n'avait pas vraiment d'interlocuteur. Et le logiciel, c'est complexe. Nous, on le comprend, mais en vrai, peu de monde le comprenne. Un service numérique, c'est un service numérique. Et un site WordPress, c'est comme YouTube, c'est comme ChatGPT, c'est comme votre application de gestion de loin. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils voulaient faire le RCP du streaming qui incluait le RCP applicatif. RCP, ce sont les règles qui vous disent, dans une analyse de cycle de vie, voici tous les trucs qu'il faut prendre en compte. Pour bien réaliser votre analyse de cycle de vie, une analyse de cycle de vie, c'est quand vous créez un produit et vous voulez savoir combien ça coûte à la création, à l'usage et à sa mort. Qu'est-ce qu'on récupère comme matériel, etc. Et en gros, dire, bah dans le streaming, on va inclure l'applicatif. Mais je suis désolé, un Twitch, un Netflix, un YouTube, c'est des architectures hyper scalées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire pour une application pour une banque, dans une start-up, etc. C'est pas du tout les mêmes architectures, c'est pas du tout les mêmes usages. Et de loin, en vrai, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Et donc, avoir des choses utilisables pour nous sur le terrain, c'est vraiment compliqué. Et en fait, j'étais le seul dev. Il n'y a vraiment pas de dev dans cette partie-là. Maintenant, si je vais du côté de la Silicon Valley, le fantasme de tout geek, de tout développeur, en gros la ligue des champions du développement, il y a eu une interview de Eric Schmidt. Eric Schmidt, c'est l'ancien PDG de Google, qui a été accompagné les cofondateurs, qui a fait scaler la boîte. Il a été aussi au conseil d'administration d'Apple, entre autres. Et il parlait de l'AI. À un moment donné, l'intervieweuse lui demande mais vous dites du changement climatique. Et en gros, il répond, pour ceux qui parlent pas anglais, je vais traduire, c'est que on ne les atteindra pas parce que l'humanité n'est pas organisée pour. Ce qui n'est pas déconnant en soi. Est-ce que le monde est organisé pour lutter contre le changement climatique? Je ne suis pas sûr non plus, hein. Il y a juste à regarder les informations. Et comme le monde n'est pas organisé en plus, lui, il fait le pari, le bet en anglais, que
Je préfère tout mettre sur les AI pour trouver des solutions qui vont permettre d'avoir quelque chose moins énergivore, ou trouver une énergie infinie, je ne sais pas, pour combattre ça. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est un choix. Ça s'appelle de l'accélérationnisme, du technosolutionnisme ou de l'optimisme, je ne sais pas. Mais c'est la manière de penser côté Silicon Valley. On a un problème, on va essayer de le résoudre. Mais c'est un risque. Dans les deux cas, c'est compliqué. Et son hypothèse de base n'est pas mauvaise non plus. Ça, c'est une slide qu'on a eue à TechRox en 2022 sur du green par Google. Et en fait, j'ai vu plein de fois cette slide dans plein de trucs. C'est que la courbe qui descend là, elle est toujours après la présentation. Alors, j'ai quand même essayé de faire la mesure. Donc là, 2025, ça va être là. Donc, j'espère que ça va descendre en 2026. Mais c'est souvent juste après. Et j'ai vu plein de fois ces slides de plein de formes différentes et tout ça pour dire, ouais, vous inquiétez pas, l'IT va tout faire. Dans les derniers événements qu'il y a eu dans ce monde-là, il y a la directrice Sustainability de côté data center qui a démissionné de Microsoft. Pas forcément parce que l'AI consommait trop. Alors pour ceux qui ne savent pas, derrière OpenAI, c'est Azure, hein. Azure n'a pas mis d'argent vraiment dans OpenAI, ils ont fourni des serveurs, des ressources. Et donc quand vous faites beaucoup d'OpenAI, en fait vous montez la consommation chez Azure. Et la raison pour laquelle elle le dit dans l'article, elle a démissionné, c'est que l'AI était vendu par Microsoft pour aller optimiser les forages de pétrole pour forer encore plus de pétrole, plutôt que d'essayer de diminuer la consommation. Et il a dit la vérité du terrain, c'était là, et comme elle était en dissonance cognitive, elle a arrêté. Derrière, c'est pas très optimiste. Et bien sûr, côté dev, on a plein d'idées. Je pense que c'est du troll. Euh, donc c'est une fonction qui permet de savoir si un nombre est pair ou impair à base en appelant un LLM qui est ChatGPT mini, c'est le 4 mini derrière. J'ai posé la question à un vieux qui est devant moi. Comment on fait pour déterminer, on en a parlé hier, non, je demandais au petit jeune derrière. Comment on fait pour savoir si un nombre en informatique est pair ou impair? Ok, vas-y. Et toi? En fait, il faut juste regarder le premier bit qui fait 0 ou 1 derrière quand on défait. Ouais. Si c'est 1, c'est impair. Si c'est 0, c'est pair. C'est aussi bête que ça. C'est un petit dressage mémoire en vrai. Et hier, j'ai appris au Europa Speaker qu'il y avait énormément de bibliothèques JavaScript qui dépendaient d'une bibliothèque JavaScript qui était Is7 derrière. Donc, je pense que c'est un gros troll, hein, mais dans le monde JavaScript, on méfie toujours parce que ça peut finir en dépendance et on va le charger sans faire exprès. Ouais, on verra. Et le truc, vous pourrez me dire, pourquoi on se casse le cul au vu de la nouvelle politique qui risque d'arriver avec la nouvelle élection américaine, où en gros, c'est Build Baby Drill, c'est faut booster l'économie, on va forer du pétrole, on va y aller à bloc, on va dépasser la Chine, etc. Je crois qu'il y avait Christophe là-bas qui m'a fait la remarque, c'est tu étais sur ton petit géranium, ton petit jardin à tout faire, et tu as un gros habit qui arrive et qui te saccage tout. C'est un peu l'effet que ça fait. Et c'est dur de voir quelque chose au bout du tunnel, vraiment, derrière. Arrive le temps. Et donc, pour changer d'atmosphère, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a sur le terrain. Parce que dans ce que je vous ai décrit avant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, et ce que j'ai insisté subtilement dessus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs, d'architectes logiciels, de gens qui étaient dans le logiciel. Parce que aussi, c'est tellement demandé sur le marché en mode expérimenté que c'est compliqué de les avoir dans les associations bénévoles, dans les ministères et tout ça. En fait, on nous donne de l'outillage, mais qui n'est pas adapté à ce qu'on fait sur le terrain. J'ai été étonné qu'il y ait juste 3 mains sur le web de contenu tout à l'heure. Je pensais il y en avait un peu plus. Mais qu'on est web applicatif pour une DSI, pour un éditeur, pour une start-up, on est dans la merde. Et les ESN en France, c'est 90% le boulot. Le staff en France, c'est pour faire ces applicatifs-là. Et les admins, il ne faut pas les oublier aussi, hein, parce que si le dev il a beau être bon, si c'est mal configuré en prod, ça ne marchera pas. Et donc, et avec des devs, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donne déjà? L'objet maintenant, c'est de vous donner tout ce qui émerge, notamment en France, mais aussi au niveau du monde, en termes d'outillage, en termes d'approche et tout ça. En France, on a un monde associatif riche, on aime bien avoir plein de villages en France.
On a plein de petites conférences tout en province, alors qu'en Angleterre, ils en ont genre deux grosses. On a des régions qui sont fortes et tout ça. Et on a aussi plein d'associations. Alors, il n'y a pas toutes les associations, mais là, c'est une réunion qu'on a eue la vendredi de la semaine dernière, où en gros, on s'est réunis sur un forum, celui des designers éthiques, et on a tous gueulé en gros sur le RGESN pendant 3 mois. On va dire, mais ils n'ont pas bossé, on n'en a pas besoin. Là, il y a une grosse différence, c'est quand la version est sortie en 2021, les gens n'étaient pas matures pour le recevoir. Ils le prenaient pour argent comptant. Maintenant, les gens ont bossé et ils voient que le truc, ça ne correspond pas. Enfin, il y a une partie de la population qui est contente, mais tout le reste, ça ne leur sert pas. Et donc, l'objectif, c'est de fixer le RGESN. Donc, il y a Mathieu Delem de l'INR qui a essayé de réunir tout le monde. Il a vu qu'il y avait plein de monde dans le Slack pour proposer à l'ARCOM de est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer et entrer dans un cycle d'itération et d'amélioration, et cette fois de manière démocratique et avec l'ensemble du monde. Et donc vous avez l'INR, les designers éthiques, l'AGIT, l'association Green IT et Defender Green IT et Boavista, avec les différentes personnes qui sont là. Donc là-dedans, vous avez 2 anciens organisateurs de code en scène et 2 Normands, passage, un Normand et une Normande, où on s'est réunis pour faire ça. L'ARCOM va nous répondre mi-décembre, et dans tous les cas, en janvier, on part. En gros, on leur a demandé quelle partie vous voulez prendre derrière, parce que on est vraiment en dessous de ce qu'on peut espérer maintenant dessus. Et si vous ne faites pas du web de contenu, vous avez juste rien à manger. Et si vous êtes product manager, UX designer, ce que l'association que je vais vous conseiller, c'est les designers éthiques. Il y a eu un guide de tout ce qui est design éthique qui a été fait, notamment par Oli Baton et Anne Faubry. Et ça parle beaucoup de comment on conçoit un écran, quels sont les patterns qui sont trop addictifs, qui marchent pas, tout ce qui est dark pattern. Ils font aussi des études sur tout ce qui est publicité et tout ça. Donc là, pour cette population-là, vous avez les designers éthiques. Et si vous, si vous êtes dev ou admin système, DevOps, là, vous aurez plus de monde côté Boavista. Boavista, c'était beaucoup très admin 6, très DevOps, très serveur, très infra au début. Et on est arrivé, je suis arrivé dans le premier temps, il y a Vincent qui est un peu plus loin, qui a ouvert la table ronde, qui est aussi arrivé, pour avoir quelque chose de plus logiciel derrière. Bon, ok, on a des serveurs, mais qu'est-ce qu'on a au-dessus derrière? Donc là, vous avez 2 associations en fonction de votre profil, où vous aurez beaucoup plus à manger que ce qu'on vous propose un peu dans le grand public. C'est pas des associations qui communiquent encore très bien et beaucoup. Je fais partie de Boavista, moi. Et vous commencez à avoir pas mal de contenu à l'intérieur de chacun. Et au niveau du W3C, W3C, pour ceux qui ne savent pas, c'est un consortium qui a édicté des normes au niveau du HTML, du JavaScript, etc. Et en mode incubation, donc si vous voyez le unofficial de partout, il y a une première version des Web Sustainability Guidelines qui est sortie en septembre. Donc j'ai enfin pris le temps de le parcourir. Je vous ai mis le lien ici. Donc ce n'est pas quelque chose comme le HTML, une norme. C'est plus un guide complet, que ça a été présenté comme ça. Par contre, on voit que c'est plus international, même s'il y a beaucoup de Français qui ont contribué. Vous avez l'aspect monétaire qui est pris en compte. Vous avez l'aspect architecture, redondance d'architecture. Vous avez tout ce qui est intégration de la mesure de la consommation de votre application dans de l'intégration continue, ce qui n'apparaît pas du tout dans les autres. On sent qu'il y a plus de recul et il y a plus d'expérience dessus, derrière. Donc c'est naissant, mais si vous devez regarder un référentiel, je pense que c'est celui-là pour le moment, en attendant qu'on fixe le RGESN derrière. Le check le temps, on est très bien. Et on a un outillage qui commence à maturer. Alors, on est au début de l'histoire. C'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont utilisables côté dev. Si vous avez l'inventaire de serveurs, voire de VM, et que vous voulez avoir tout ce qui est combien de carbone vous prenez par rapport à l'utilisation d'une VM, vous avez la Bovista API. La Bovista API, c'est des bénévoles qui ont été fouillés dans plein de CSV, dans plein de PDF, pour mettre la donnée de manière utilisable et formatée et qu'on puisse requêter. Et en plus, si vous ne connaissez pas cette information, vous mettez rien, ça vous met la moyenne derrière. Donc c'est une API toute simple, mais vous mettez votre inventaire de serveurs et derrière, ça va vous donner la consommation en général et la consommation embarquée. C'est qu'est-ce que ça a déjà consommé comme CO2 par sa fabrication et comment vous l'amortissez sur les années.
Et comme faire son inventaire, c'est chiant, il y a quelqu'un qui a développé Boavista Cloud Scanner, Olivier, et Olivier de Meringo. Et en gros, ça vous scanne votre inventaire Amazon et ça appelle l'API Boavista et ça vous sort les chiffres. Et là, il y a la partie Azure qui est en train de sortir. Si on continue, si vous avez des serveurs bare metal ou serveurs physiques, vous pouvez mettre des sondes Rappel. Rappel, c'est ce que vous avez sur tous vos ordi depuis 2005-2006 qui vous indique la consommation de la batterie et tout ça. Et donc, on peut appeler cette API-là et avoir la consommation réelle. Et vous avez Scafran, qui est à la base fait par des committeurs français, qui a été créé pendant le confinement, je crois. Et il a été premier du classement GitHub sur tout ce qui était green software. C'est celui qui, en gros, c'est une classification au nombre d'étoiles. C'est pas un terme qualitatif. Et si vous avez des serveurs physiques du bare metal, vous mettez la sonde et vous pouvez savoir combien tel process consomme, etc. Si vous êtes sur Kubernetes, qui est sur Kubernetes actuellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un projet qui provient d'un papier de recherche qui est chez Red Hat, qui a été fait par des gens de chez Red Hat et chez IBM, et qui est maintenant c'est au niveau de la CNCF. Et ce papier de recherche a été fait en logiciel qui permet de dire je veux mesurer la consommation de tel pod de mon Kubernetes entre telle heure et telle heure. Nous, on avait besoin de le faire. Nous, on tourne sur du Kubernetes à WebVer et on a on a fait un batch d'analyse et on a pris le début, la fin. On a pu avoir des chiffres qu'on a pu mettre en une unité qu'on a pu après multiplier par le reste. Ça nous a pris une demi-journée et plus le temps de refaire des runs pour que la mesure soit bonne, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet de recherche avec un papier scientifique. Et pour la suite, vous avez Footprint. Donc là, c'est en émergence. Vous avez le principal committeur que vous verrez, Vincent Villet, à la table ronde derrière. Là, c'est si je veux modifier ça sur mon logiciel, où je vais rajouter tel parcours client, telle feature, utiliser de l'AI, pas utiliser de l'AI, utiliser de la blockchain, utiliser telle base de données, etc. Combien ça influerait sur la consommation de mon application? Et je veux modifier mon parcours utilisateur, je veux modifier tel techno, de combien ça influerait aussi? C'est quoi mon scénario d'après? Et tout l'enjeu là qui est en train d'être fait, c'est émergent, c'est de pouvoir bien modéliser tous ces parcours, de le lier à de la technologie, c'est-à-dire qu'on fait collaborer des product managers, des designers, des architectes, des développeurs, des infras, pour mettre toute la donnée et avoir des simulations de ce qu'on pourrait avoir si on faisait ça. C'est encore jeune. Moi, je contribue sur ce projet-là pour essayer de la nourrir en données, pour qu'on ait de la donnée un peu plus fiable qu'on a sur le terrain. Parce que le problème, c'est vraiment la donnée dans la partie éco-conception. On pourrait poser les questions à Vincent dans la table ronde après. Et si vous êtes développeur front, je ne vous ai pas donné grand-chose. Alors, c'est pas de l'open source, mais c'est nantais. C'est, je pense, les leaders mondiaux dessus. Ça, en gros, ils viennent du mobile et de la tablette. Et vous allez pouvoir jouer un parcours utilisateur et ça va vous donner toute la consommation du parcours utilisateur. Changer votre conception, remesurer et voir comment ça se passe. Et là, vous avez une mesure quasiment physique. C'est un mélange de physique et de modélisation. Ils viennent de sortir un papier sur sur ce qu'ils ont fait. Mais si vous faites de l'Android, du web, du React, de l'Angular, du Vue, etc., du jQuery, vous allez plus vous servir de ça. Et alors, actuellement, j'ai pas encore vu de solution propriétaire qui était, de solution open source qui était utilisable. Et derrière, en fait, c'est des techs, c'est des devs qui ont conçu ça, des devs et des chercheurs ensemble. Si vous voulez faire votre veille, vous avez la chaîne YouTube Boavista, où il y a toutes les présentations qu'au fur et à mesure, on est en train de rattraper. Vous avez le Slack Designer Ethic. Vous avez le blog Boavista, le blog Hublot. Donc le blog Vista, le blog Hublot, c'est si vous aimez les longs de lecture. C'est 40-50 minutes de lecture par article. C'est à Boavista, on a dans la partie veille, il y a un tiers des liens, c'est des papiers de recherche. Et justement, on a un Zotero Boavista. Zotero, c'est utilisé par les chercheurs pour référencer et classifier tous les papiers de recherche. Vous ne connaissez pas il y a 3 mois. Et on a constitué un, parce qu'en fait, chacun faisait sa base de données dans son coin. Et en fait, il y a des papiers de recherche qui sortent de plus en plus régulièrement sur le sujet.
et voir si, et pour avoir les avancées, il y a des papiers de recherche qui sont des critiques des autres avancées, des métacritiques de toutes les autres approches, etc. Et on a classifié ça. Donc c'est un peu plus hardcore, faut de la lecture, faut se plonger dedans, et vous avez vraiment quelque chose sur lequel après vous pouvez même contribuer. Ah, je voyais encore des appareils, non, c'est bon. Enfin, il y a une autre initiative que je voulais partager qui est eRoom. Donc effort radicalement organisé d'optimisation en masse. Je pense que Pierre connaît devant. C'est initié par Tristan Nito. Je vous ai mis le lien de la documentation la plus avancée. On a pas mal discuté à 2 semaines dessus. Ils vont vraiment faire une initiative pour amener les devs dessus. Je laisse prendre les photos, puis après je passe sur vraiment ce que c'est eRoom. Qui connaît la loi de Moore? Elle a été présentée tout à l'heure, je crois. Merci. Donc la loi de Moore, c'est le nombre de transistors double tous les 2 ans. Donc potentiellement, on a le double de puissance tous les 2 ans. Après, c'est un peu plus compliqué que ça sur la fin. Mais en gros, on a de plus en plus de puissance. Donc normalement, tout est censé être de plus en plus rapide. Et vous avez son opposé, qui est la loi de Wirth. Et en gros, le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. Donc j'ai trouvé cette courbe-là, c'est une loi empirique, hein, qui est de courbes fausses, mais pour montrer sa représentation. Et c'est l'inventeur du Turbo Pascal pour les anciens Wirth derrière. Et en gros, bah, votre PowerPoint, votre navigateur, etc., ça rame toujours autant qu'avant en fait. Et par contre, on a toujours plus de choses. Mais en vrai, les Word qu'on utilisait dans les années 90, en noir et blanc, après avec Windows 95, et après avec tous les Windows, etc., ils rament toujours pareil. Et c'est toujours aussi frustrant. Moi, je vois mon Mac M1 au début et maintenant, j'ai l'impression que ça rame plus qu'il y a 2-3 ans, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, ça, Virt, c'est nous. C'est nous, mais c'est aussi nous dans un contexte. C'est-à-dire qu'on doit livrer, on doit shipper pour telle heure. Il faut que ça convienne à l'utilisateur, il faut que ça tienne dans les coûts, etc. Et donc, l'e-room, c'est essayer de rendre les logiciels 2 fois plus rapides tous les 2 ans. Inverser la loi de Room. Inverser la loi de Moore, parce que c'est l'inverse de la loi de Moore, e-room. On va essayer de les rendre plus rapides tous les 2 ans. Pendant un temps, Mac, il faisait ça, il faisait une release avec un OS avec plein de releases, et celle d'après où ils optimisaient. Ils ont arrêté un peu depuis, je trouve. Et là, c'est voilà, se mettre un peu en mission pour dire je pourrais bosser un peu plus pour le faire plus rapide. Et des fois, c'est juste coder comme on codait quand on n'avait pas de puissance et pas d'argent dans les années 90 et début 2000. On code pour que ça marche avec plus d'appareils. Et nous, on a un biais, c'est qu'on est dans l'informatique, on a souvent tous des super téléphones, des super ordinateurs où ça rame pas. Mais souvent, pour l'utilisateur, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà, c'est l'initiative qu'il veut lancer et il essaye de réunir tout le monde dans un channel Boavista. En fait, il veut toucher les devs. Lui, il parle à des personnes, mais c'est pas des devs, ça sert à rien, c'est pas eux qui touchent, c'est pas eux, les autres, ils touchent pas le code, c'est nous qui touchons le code. Et essaye de lancer ça. Donc voilà pour les grandes initiatives qui sont un peu cachées dans des coins, qui sont pas forcément connues, mais qui gagnent à être connues. Et on est au début de l'histoire. Euh, Maintenant, c'est plus à vous les devs. C'est vraiment à vous de jouer pour, ok, je fais un logiciel, mais autant nous, on était obligés quand j'étais plus jeune de le faire rapide, sinon ça tournait pas. Autant vous avez moins la pression parce que vous êtes surchargé d'ébriété numérique. Et là, vous pouvez peut-être faire un geste en essayant juste de prendre 1 heure de plus à optimiser votre code derrière. Je vous remercie. Je suis Youn Chené, je suis le cofondateur de WebVer, je suis ex-Orga ici, retraité de Orga de Codeur en 7. Je suis bénévole et administrateur à Boavista. Merci à vous et je suis prêt pour les questions. Merci Youn. Alors, il y a déjà des questions. J'ai pas vu. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une question, je ne sais pas s'il y a vraiment de réponse. C'est aujourd'hui, le client, il veut toujours plus haute disponibilité. Il veut que son application elle soit redondée sur tous les data centers. Il veut qu'il puisse pas perdre la donnée, donc il faut répliquer à travers la France. Il veut que malgré tout, ça consomme très peu, alors que son application peut-être elle sert à rien. Mais bon, son application, il me paye pour la développer. Je suis bien content parce que ça me fait un travail. Comment on fait pour s'en sortir quand on développe plein d'applications qui
potentiellement pourrait ne pas exister et qu'on devrait peut-être débrancher la prise, même si ça paye nos loyers. Ouais, parce que souvent, je vois les gens se plaindre de l'informatique, vous dire ah ça marche jamais. Je fais ouais mais on serait au chômage. C'est un peu ce que tu dis. Bah, c'est un peu ça. C'est, on développe plein d'applications, c'est intéressant. L'application, c'est des applications métiers, plein Ouais. d'applications métiers. Alors que des fois, il faudrait rendre les applications plus bêtes et moins haute disponibilité, mais le client, il l'accepte pas aujourd'hui. Comment on fait pour... Alors, sur la haute disponibilité, tu as deux écoles. Tu as l'école un peu française de gauche, on va dire non, faut pas de haut dispo, ça coûte trop cher. Et si tu regardes dans les specs du W3C, dans le Systemity Group, il y a un paragraphe qui dit que tu dois redonder ton architecture au cas où ça plante. Tu vois la différence de vision entre les deux? C'est qu'on a, de côté, on a un côté réaliste, de l'autre côté, on a un côté incantatoire. Et j'ai été CTO, je le serai encore sans doute dans quelques mois. Euh, mais si tu redondes pas ton application, pour moi, c'est une faute professionnelle. Ça va être très court. Après, voilà, on respire, on utilise du carbone. C'est l'objectif, c'est de pas être dans l'ébriété et dans la surcharge de features. Tu as les product managers qui vont et les responsables produits qui vont influencer le nombre de features et est-ce que ça sert à quelque chose. Et après, dépense ton énergie là où toi tu peux agir. Si t'as pas la main pour choisir les features que tu fais, bah c'est pas la peine. Par contre, si tu peux la faire sans que ça rame du cul, pour être vulgaire, ça sera mieux. Et sans que ça rame, sans ajouter 15 serveurs sur Amazon, Azure ou Google. Hein, je m'entends. Derrière. Mais essaye d'agir au niveau de ta zone. D'autres questions? Euh, Deux là-bas. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'obsolescence des logiciels qui fait que on est obligé de renouveler son téléphone parce qu'on ne peut plus mettre à jour telle application, etc. Là-dessus, est-ce que vous faites du plaidoyer ou des choses comme ça? Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas des lois ou des choses qui pourraient contraindre un peu les entreprises à, je sais pas, à maintenir pendant 5 ans une application. Enfin, je sais que maintenant certains OS, ils nous disent ils vont être valables, enfin, on va avoir des mises à jour pendant X années. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un régulateur qui, voilà, qui incite à maintenir plus longtemps et éviter qu'on change les terminaux parce que c'est aussi ça qui coûte très cher. Alors, c'est un débat qu'on a eu à HCNE que j'ai essayé de pousser justement. Je pense qu'il n'y a que la régulation qui pourra y arriver, et ça c'est mon avis personnel. Après, on est en train d'inverser la courbe. Avant le Covid, le dernier pixel était garanti 3 ans, personne ne gueulait. Après le Covid, le dernier pixel est garanti 3 ans, tout le monde gueule. Et du coup, Apple a fait de la com pour dire nous on tient jusqu'à 7-8 ans. Euh, Google a fait le nouveau Pixel, c'est un an de plus, et Samsung encore un an de plus. Donc ils se tirent un peu la bourre dessus. Par contre, il y a une différence, c'est que Apple c'est toute la gamme, alors que Pixel c'est leur petite gamme, et Samsung c'est que leur super téléphone, les flagship, les téléphones à 1000 euros, et pas les autres. Et oui, ce matin vous avez eu Jean-Pierre Vincent sur la partie WebPerf. La différence entre le WebPerf et l'éco-conception, c'est qu'en éco-conception, tu dois rester rétro-compatible et pas utiliser plus de serveurs. Mais oui, il y a plein de gens qui commencent à avoir des iPads et des tablettes parce que ça dure plus longtemps que le téléphone, où les logiciels ils sautent les uns après les autres. Pour des raisons économiques. Et le problème, par exemple, on tape toujours sur Voyage SNCF. Voyage SNCF, ils utilisent Flutter, je crois. Et Flutter, t'es compatible jusqu'à Android 5. Mais non, ils ont décidé d'être compatibles que sur le N et N-1 d'Android au début. Mais alors que tu pouvais. Mais le point, c'est que tu dis quand tu es product manager, ok, c'est que 4% d'utilisateurs, je mets de côté. Et quand tu es 4% du point, 4% d'Octolib, 4% de SF Connect, c'est un problème. Donc c'est un sujet de tension, à la fois de budget et à la fois de vision. Et je prends même le dernier RGESN, il y a un chapitre qui dit, pour vos images, utilisez de l'AVIF ou du JPEG XL, parce qu'on est 2% plus efficient et tout ça. Sauf que le JPEG XL, c'est compatible sur 20% des appareils. Donc si tu appliques le truc à la lettre bêtement, et moi je leur ai fait rajouter, mettez un fallback pour avoir les deux formats d'image. Bah, c'est là-dessus que ça joue. Et des fois, à vouloir être trop efficient énergétiquement, on va faire cette faute-là. Mais oui, c'est un gros combat. Il y a des assos comme Hop qui luttent dessus.
Moi, j'avais lu une étude allemande qui disait que 30% des téléphones, au bout d'un an, sortaient du stock. Sortir du stock, c'est-à-dire que l'IMEI, le modem du téléphone, n'envoie plus de données. Donc, il est dans votre placard, ou il est à la déchetterie, ou il est en recyclage. Tu dis 30%, mon iPhone, mon Android, il tient plus que ça. Pensez au Wiko qui sort des magasins à 70 euros, qui sont déjà obsolètes en sortant. Et les deux grandes causes dans les 30%, c'est 15%, c'est la perf dans l'analyse. Après, c'était sur un échantillon en Allemagne. Et 15%, c'est l'incompatibilité des logiciels. Et par exemple, à notre beau-père, on avait offert un vieux téléphone. Et la première chose qu'il a fait, c'est installer le Bon Coin. Bah, le Bon Coin, ça marchait pas. Donc on peut acheter un téléphone sur le Bon Coin d'occasion, mais le Bon Coin marche pas dessus. Et on nous dit, ouais, passez sur le site web. Ah, mais c'est pas la même ergonomie entre les deux. C'est pas la même expérience. Mais oui, c'est un combat. Et c'est compliqué, c'est un combat de product manager, c'est un combat de budget. Et comme on est en plus en restriction budgétaire sur tout l'IT un peu en ce moment, moins que d'autres, c'est les premières choses qui peuvent sauter. Et effectivement, c'est un gros risque. Moi, j'aurais une question vis-à-vis de comment convaincre les gens dans les entreprises à, plutôt d'un point de vue décisionnel, à investir sur faire ce travail pour mettre à jour, pour essayer d'optimiser nos applications, sachant que même dans des entreprises tech, la majorité des émissions viennent pas forcément des services IT au sens général, mais plus des commerciaux, par exemple, qui se déplacent et qui ont potentiellement en avion ou avec des transports sur des grandes distances. Et on n'a pas forcément un argument suffisamment fort pour dire on peut réduire l'empreinte carbone de notre entreprise pour que ce soit significatif, pour se donner une image ou pour pouvoir avoir Bah, un vrai impact écologique et convaincre de prendre du temps pour faire ça à côté. bah, c'est compliqué, ça dépend beaucoup de ton contact. Discuter avec quelqu'un qui gère tout ce qui est qualité environnement dans des usines. Avant, il était dans une usine de fonderie, donc l'IT, je veux dire qu'on s'en fout quand c'est pas possible. Là, il est dans une usine d'électronique et c'est pas la même. Il doit mesurer les masses. Donc ça dépend de ton contexte. Si ton contexte, c'est de faire des bâtiments, l'IT, on s'en fout. On va être très clair. Par contre, si c'est une part importante, si t'as un SaaS qui est très utilisé, l'IT, ça peut potentiellement ta grosse part. Après, c'est travail, comme je disais, travaille à ton niveau, fais du code performant. On a travaillé ensemble, je sais que tu peux le faire. Et travailler à votre niveau, essayer d'améliorer à votre niveau. Et en général, c'est aussi bien pour vos utilisateurs parce que c'est aussi plus agréable tout court. Mais voilà, travailler à ton niveau, essayer de persuader, c'est peut-être pas votre rôle. Je sais pas. Ça a plus passé par des associations comme l'INR, justement, qui fait de la sensibilisation à ce niveau-là. Qui n'est pas du tout dev, mais qui va influencer notamment les directions sur le sujet. C'est pas très optimiste, mais voilà. Bah, merci, je pense on est bon sur les questions, mais de toute façon, on va revoir Youn juste après, d'ici 5-10 minutes pour la table ronde. Bah, je pense on peut l'applaudir. Gros boulot de Merci. documentation sur le sujet.